I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça déjà c'est bien, c'est un bon délire. Hello à tous, hello mes phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo traitait du coma artificiel. Comme prévu, aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de mon réveil après ces 3 mois endormis. Contrairement à ce qu'on peut penser, le réveil d'un coma artificiel ne se fait pas soudainement comme il peut se produire dans un coma, mais il se fait progressivement. Petit à petit, les médecins réduisent la dose de médicaments pour qu'on retrouve un état conscient et qu'on se réveille petit à petit. Les choses sont assez floues pour moi, parce que évidemment j'étais encore shootée, encore sous médicaments. Je me rappelle de certains détails, je me rappelle que quand j'étais dans un état assez conscient, j'ai immédiatement demandé à voir mes parents. Je sais que je bougeais beaucoup plus facilement, etc. parce que j'étais plus endormie tout simplement et je récupérais un peu la notion de mon corps. Je me réappropriais mon corps en fait, tout simplement. J'ai certains détails qui me reviennent. J'étais encore en réanimation, donc c'est un peu compliqué, je vous avoue. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore sous morphine ou sous plusieurs drogues, si je puis dire. Je me rappelle des premières fois où on a essayé de me faire boire, c'était très compliqué, je pouvais boire que du gazeux et en plus je déteste l'eau gazeuse, mais l'eau plate ne passait pas, à chaque fois que j'essayais d'en boire, je vomissais. Quand on a été alité pendant 3 mois, c'est très dur de retrouver une alimentation normale et je vais vous en parler par la suite de toute manière. Mais ça, c'est les détails que j'ai très légers encore de la réanimation, les derniers détails qui me restent. Et de la réanimation, je suis passée en soins continus. Je me rappelle du jour où on m'a changé de chambre et je me rappelle que ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que finalement, je m'étais habituée à être dans ce cocon de réanimation avec des infirmières et mes parents qui venaient tous les jours, etc. Et j'ai eu peur en fait de ce qui allait se passer dans une autre chambre en fait, dans les soins continus. Et je pense tout simplement avec du recul que j'avais peur de faire face à la réalité, à ma réalité. Ce qu'il faut savoir, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est que mon costume a pris feu le 12 février 2013. J'ai été plongée dans un coma pendant 3 mois. Et ni le 12 février, ni pendant ces 3 mois, je me suis vue dans un miroir où je n'ai eu conscience de la gravité de ce qui m'était arrivé. J'étais vraiment dans le flou quant à mon image et ce à quoi je ressemblais. Pour moi, dans ma tête, j'étais encore une jolie petite blonde aux cheveux longs, bandée parce que ma peau était sûrement rouge à cause des brûlures. Je voyais un peu ça, je pense, comme un coup de soleil, tellement naïve. Et je me disais que ça allait vite passer et que j'allais sortir de l'hôpital. Les jours ont passé en soins continus et plus les jours passaient, plus c'était difficile. Plus c'était difficile parce que je pouvais pas parler. J'avais une trachéotomie pour respirer, donc un trou dans la gorge, sans vouloir vous choquer, mais qui faisait qu'évidemment avec un trou dans la gorge et un tuyau dans la gorge, on ne peut pas parler. Je ne pouvais m'exprimer que si on mettait une canule parlante, donc si on bouchait l'appel d'air. Là, j'arrivais un peu plus à m'exprimer. À cause de la trachéo, je toussais beaucoup et dans mes souvenirs, il y a une machine qui m'aidait justement à cracher, si je puis dire, genre toute la salive que j'avais. Et je pouvais même pas le faire naturellement à cause de tous ces tuyaux, à cause de la trachéotomie, etc. C'est une machine qui m'aidait à tout ça. Donc une machine pour respirer, une machine pour recracher de la salive, sonder pour aller aux toilettes. Du coup, j'allais même plus aux toilettes. Et ouais, en fait, c'est ça. Plus j'avançais, plus je me rendais compte de cet état alité dans lequel j'étais. Plus les jours avançaient, plus je me rendais compte qu'il allait falloir que je me batte, que j'apprenne à reparler, à manger, parce que j'avais été sondée pendant 3 mois avec des perfusions protéinées pour me nourrir, mais il allait bien falloir que je me renourrisse seule un jour. Donc à manger, à parler, à boire, je savais plus boire. En fait, je savais plus rien. J'étais devenue un enfant de 3 ans à l'âge de 16. Et quand on a 16 ans et qu'on est en pleine période de l'adolescence, redevenir un enfant, se faire casser comme ça toute l'autonomie que je découvrais, toute cette liberté d'ado, c'était horrible. C'était horrible. On n'a plus le choix en fait, on nous impose ce qu'on doit manger, il n'y a plus de liberté. Et ouais, c'est vraiment se retrouver seul face à ce qui nous est arrivé en fait, tout simplement. Se retrouver seul et se retrouver perdu dans son adolescence. Enfin en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ce qu'il faut savoir aussi pendant les soins continus, c'est que pendant toute cette période où je me rendais compte que je pouvais pas parler, que je pouvais pas manger, que je pouvais pas boire, qu'on venait me faire ma toilette, je m'étais toujours pas vue pendant un bon petit moment.
j'arrivais des fois à percevoir très vite fait quelques cicatrices qui étaient un peu violettes. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi je ressemblais pendant les soins continus. Ouais, j'étais vraiment comme une momie et je percevais à peine un bout de peau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les greffes, les cicatrices me tiraient en fait. Je pouvais à peine tourner la tête pour essayer de regarder mon épaule. Je pouvais même pas faire ça en fait. Ça me tirait tellement, c'était tellement chargé en cicatrices. Comme je vous ai dit, c'était compliqué pour moi de tendre un bras, de le ramener, alors baisser la tête pour essayer de regarder mes cicatrices et en plus qui étaient couvertes de bandages, c'était impossible. Et j'ai beaucoup demandé à me voir. C'était très important pour moi. Ma maman m'avait dit écoute Julie, dans le coma, ils ont dû te couper les cheveux très courts. Et dans ma tête, innocente et insouciante adolescente de 16 ans, je m'étais dit ah ouais, ça devait être tellement... ça devait être compliqué en fait, les cheveux longs pour les infirmières, elles devaient les démêler à chaque fois, les laver, ça devait être chiant. Du coup, ils m'ont coupé les cheveux, ils m'ont fait un carré, c'était plus simple pour eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant mon accident, j'avais les cheveux aussi longs que je les ai maintenant. Et il est arrivé le jour où, avec une psychologue et ma maman, je crois, enfin mes parents étaient là, je crois aussi, je me suis vue dans un miroir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que j'étais, de ce que j'étais devenue, de tout ce que j'allais devoir faire pour me reconstruire et de la gravité réelle de ce qui m'était arrivé. Devant ce miroir, je découvrais ce que c'était qu'être une grande brûlée sur mon propre corps. Dans ce miroir, j'ai vu une momie bandée vraiment de partout. Il restait vraiment mes yeux, mon nez et ma bouche, sinon tout était bandé. J'avais perdu 12 kilos, j'en pesais, je pense, moins de 33. J'étais maigre, mes joues étaient creusées. Je voyais quelques cicatrices, mais elles ont vraiment rien à voir avec ce que vous voyez maintenant. Elles étaient rouges, violettes, épaisses, boursouflées. J'étais défigurée. Le verdict, c'est que j'étais brûlée sur 40% du corps, au 3e degré, qu'il avait fallu me faire des greffes de peau, nécessaires à ma survie. Donc quand on fait des greffes de peau, on prend de la peau saine sur le corps et on les place sur la zone qui a été brûlée. Donc c'est-à-dire que finalement, même les zones qui n'avaient pas été touchées par le feu étaient touchées par les mains du chirurgien pour me sauver la vie. Et ce qui me saute aux yeux dans ce miroir, c'est que même mes yeux bleus, ils sont translucides, il n'y a plus de couleur, je suis pâle, livide, et le pire c'est que j'ai plus de cheveux. Je suis chauve, maigre, brûlée, et je me reconnais pas en fait. Je me reconnais pas dans ce miroir. J'ai plus la force de parler, j'ai plus la force de m'exprimer, j'ai plus la force de manger, j'ai plus la force de boire, et la fille que je vois dans ce miroir, c'est pas moi, je la reconnais pas. Tout ce qui faisait partie de ma réalité avant mon accident n'existe plus. Et la seule chose à laquelle je peux me rattacher, c'est ma famille et c'est mes amis. J'ai eu la chance, pendant mon coma, pendant tous mes jours d'hospitalisation, d'avoir été incommensurablement entourée. J'ai reçu une inondation de messages, je me rappelle encore du jour où j'ai rallumé mon téléphone. Et je le dis souvent, mais sans toutes ces visites, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Quand je me suis vue dans ce miroir, ce qui m'est passé par la tête, c'est je pourrais plus jamais plaire. J'aurai plus jamais de copains, je retrouverai jamais ma vie d'avant, la gymnastique c'est fini pour moi, le sport c'est fini, je retournerai jamais au lycée. Comment les gens ils vont me regarder? Il faut savoir que j'étais une petite blonde de 16 ans avec les cheveux longs, qui aimait la vie, qui adorait plaire, qui plaisait, qui était sportive au plus haut, qui adorait sortir, qui était un peu le pic de la classe. Et j'étais là et je me retrouvais j'étais meurtrie, mon corps il était... J'avais plus de poitrine, j'avais plus de fesses, j'avais tout perdu. Même les soutiens-gorge que j'avais à la maison, je me disais mais qu'est-ce que je vais en faire? J'étais plate. Et moi en plus qui avait été formée plus tard que mes copines, qui avaient attendu tant d'années avant d'être formée, avant d'avoir un peu de fesses et un peu de poitrine, tout ce que j'avais espéré en étant plus jeune, que j'avais eu à 16 ans, ça venait de m'être retiré en un claquement de doigts sur ce costume qui avait pris feu le 12 février. J'ai eu vraiment peur de ce que j'allais devenir. Et si, à cette période, quand je me suis vue dans le miroir, j'avais eu une main qui s'était posée sur mon épaule et qui m'avait dit « Écoute Ju, t'inquiète, dans 6 ans, tu parleras de cette histoire devant une caméra, chez toi, tu auras une chaîne YouTube, tu seras suivi et t'aideras des gens. » Et bordel, je l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru et je lui aurais potentiellement dit de sortir de ma chambre et de me laisser tranquille. Et tu vois ce que j'aurais voulu dire à cette Julie-là, si je pouvais faire un bond dans le passé, je lui dirais juste de pas s'inquiéter, de pas baisser les bras, parce que quand on est aimé et quand on aime,
quand on sait donner et qu'on sait recevoir, on s'en sort toujours dans la vie. Et c'est exactement le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. C'est que quelle que soit l'épreuve que vous traversez, aussi difficile qu'elle puisse vous paraître, il y a toujours moyen de relever la tête, toujours moyen de s'en sortir. Et j'aimerais juste finir cette vidéo en vous disant de vous raccrocher aux choses positives qui vous entourent. Pour moi, à ce moment-là, ça a été ma famille, ça a été mes amis, ça a été mon envie de retrouver un petit bout de ma vie, une autonomie, ça a été l'envie de pas décevoir mes proches qui souffraient autour de moi. J'ai juste envie de vous dire de croire en la vie. Et vous savez, je crois que entre la Julie de l'hôpital il y a 6 ans et celle que je suis aujourd'hui, il y a au moins un truc qui n'a pas changé, c'est cet amour de la vie, cette envie de se battre et cette envie de relever la tête tout le temps, à chaque instant, de ne jamais avoir envie de baisser les bras et d'abandonner. Je crois vraiment que il y a 6 ans, jamais je me suis dit un seul jour, je vais lâcher. J'étais là, j'avais ma famille, mes amis, et je me suis dit, je vais me relever, et je vais me relever pour eux. Je sais pas où ça va me mener tout ça, mais j'y vais. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, je me dis un peu pareil avec YouTube, mais aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est, ok, on le fait, je sais ce que ça m'apporte, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais pas trop où ça va me mener, mais on verra bien. Grâce à vous, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que tout ça, ça peut me mener quelque part. Merci de regarder mes vidéos, merci de me soutenir. La prochaine vidéo portera sur la rééducation, sur comment j'ai fait finalement pour retrouver un petit bout de ma vie d'avant, un petit bout de cette autonomie que j'avais perdue, comment j'ai fait pour réapprendre à marcher, mes premiers pas, comment j'ai fait pour réapprendre à sourire en fait, réapprendre à aimer un peu la vie, à m'accepter malgré le fait que j'étais maigre, brûlée et chauve. J'ai envie de vous parler de cette rééducation comme un message d'espoir. Comme quand parfois les médecins nous disent qu'on n'y arrivera pas, qu'on y arrivera plus tard et qu'on arrive à leur prouver le contraire. Parce qu'au final, aujourd'hui, le seul qui est capable de savoir jusqu'où tu peux aller, c'est toi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime.